des productions animales en tâchant là, de prolonger la réflexion sur des concepts et des grandes visions là, qui se mettent en place à l'échelle mondiale et où on est, en tout cas la France, est largement porteur là, d'idées qu'il faut changer, que au-delà de cette perception que l'on a des changements globaux et en particulier du changement climatique, il y a à voir dans le futur là, des formes ou des façons de considérer l'agriculture d'une manière qui soit sans doute un peu plus intelligente. Et pour contribuer au débat, j'ai demandé donc à Emmanuel Torqueblio, qui fait partie de la direction scientifique ici de l'institution et qui est plus particulièrement en charge des questions climat. C'est assez évident que dans une institution comme le CIRAD, on ne peut pas faire l'impasse sur cette grande question du futur et des évolutions que le climat va amener à l'échelle de la conduite des systèmes agricoles. De nous faire en introduction un court topo, je ne pense pas que tu vas t'étendre pendant très longtemps sur le sujet, et cela également en préparation, et cela nous interpelle tous sur le prochain colloque et grand séminaire qui aura lieu ici à Montpellier à la mi-mars et qui traitera là de la CSA, le Climate Smart Agriculture, que l'on appelle en français agriculture climato-intelligente. Emmanuel, je te laisse la parole pour nous faire un petit topo là-dessus, puis ensuite on débattra rapidement là, des éléments de compréhension que l'on peut avoir sur cela. Merci Philippe, bonjour tout le monde. Je vais tenter de passer quelques minutes pour vous faire le lien, si possible, entre ce concept d'agriculture climato-intelligente et les questions d'élevage. J'avance avec prudence, je ne le cache pas, parce que le milieu de l'élevage, ce n'est pas mon domaine du tout. Je suis spécialiste d'arbres plutôt. Mais vous allez voir que j'ai trouvé un petit moyen de vous parler de deux à la fois. J'espère que vous me pardonnerez. On va commencer par les mauvaises nouvelles, d'abord un petit peu sur ce qui concerne l'élevage. Et le lien entre les questions d'agriculture d'abord, puis d'élevage ensuite, et les émissions de gaz à effet de serre. Ce graphique, vous le connaissez peut-être, il est sorti dans les derniers rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental qui travaille sur les questions de changement climatique. Ce qu'il faut regarder dans le cercle du milieu, c'est la partie en vert au milieu, qui est marquée AFAT ici, agriculture, foresterie et autres affectations des terres. C'est en anglais ce qu'on appelle la FOLIU. Et voilà, les infos qu'on a du dernier rapport du GIEC, c'est que nous, le secteur agricole, on émet, avec les activités agricoles, environ 12% à 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et si on ajoute tout ce qui concerne les changements d'utilisation des terres, environ 24% des gaz à effet de serre. Dans ces 24% qui sont à gauche, là, devenus rouges, vous voyez, production, agriculture et land use and land use change and forestry, vous avez le détail des origines de ces émissions dans le domaine agricole. Alors pour ce qui concerne l'élevage, vous avez peut-être parlé de ça déjà depuis les 2 jours que vous êtes ensemble, j'en sais rien, donc je passe assez rapidement. Vous regardez la partie qui est marquée fermentation entérique des ruminants, 19%. Vous regardez la partie qui est marquée déchets des ruminants sur pâture, 7%. Et vous regardez la partie qui est marquée gestion des déchets organiques animaux, 4%. Donc si vous additionnez ces 3-là, vous arrivez à 30% des 24%. Donc voilà les chiffres sur lesquels on travaille plus ou moins. Alors je sais qu'ils ne sont pas aussi rigoureux que ça, je sais qu'ils sont débattus, je sais qu'il y a des différentes manières de les calculer selon qu'on analyse les cycles de vie en totalité ou pas, selon exactement comment on les mesure. Et je ne suis vraiment pas un spécialiste de cette question de mesure des émissions pour rentrer dans le débat, mais disons que ça nous donne des ordres de grandeur. Un quart des émissions sont agricoles, et dans ce quart, 30% proviennent de l'élevage. Voilà ce que je voulais dire en commençant avec vous aujourd'hui. Alors j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres domaines liés au changement climatique qu'on pouvait relier aux questions d'élevage. Vous savez qu'on analyse les questions de changement climatique, pas uniquement en termes de ce qui se passe directement en termes d'atténuation des émissions ou d'adaptation à ces émissions, mais de tout ce qu'on appelle au sens large le système alimentaire, ou ce qu'on appelle parfois, dans d'autres cas, les analyses complètes en cycle de vie. Les pertes alimentaires, par exemple, font partie de telles analyses. C'est-à-dire que si dans le cycle qui va depuis le champ jusqu'à la fourchette, il y a des pertes à différentes étapes du cycle de production alimentaire,
eh bien ça a un impact aussi sur les émissions et sur la manière dont nos systèmes de production, qu'ils soient végétaux ou animaux, sont efficients. Donc là, je vous ai entouré à droite, dans un cercle rouge, les domaines qui concernent la partie élevage. Vous voyez la viande, le poisson et les produits de la mer et les produits laitiers. Et vous voyez que, bon, je ne fais pas une particularité de ce qui se passe dans le domaine animal par rapport à ce qui se passe dans le domaine végétal, simplement pour dire que le domaine animal a sa responsabilité dans ses pertes, à peu près de la même manière que certains autres domaines végétaux en ont. Bon, on voit très bien qu'il y a un truc un petit peu inquiétant, là, que je vois les fruits et les légumes, qui est de grosses pertes, ça ne me surprend pas, mais quand je vois qu'il y a beaucoup de pertes dans les racines et tubercules, je trouve ça un petit peu surprenant et inquiétant. Bon, l'élevage, ce n'est pas le pire, mais l'élevage contribue également à cette question des pertes alimentaires. Et puis, il y a un autre domaine qui a attiré mon attention quand j'ai essayé de préparer ces quelques diapos sur le lien entre changement climatique et élevage, c'est la question de l'eau. Et là, vous avez sans doute vu passer ces chiffres parce que ça a fait les grands titres de la presse grand public. Vous savez, ces débats sur combien il faut de litres d'eau pour produire 1 kilo de grains, 1 kilo de riz, 1 kilo de viande de poulet ou 1 kilo de bœuf en l'occasion. Et là, le chiffre est absolument terrifiant. Vous le voyez en rouge en bas, celui que j'ai entouré. Pour produire 1 kilo de bœuf, 15 000 litres d'eau. Je ne garantis pas la qualité de cette source et de ce chiffre. J'en sais rien. Je le livre plutôt à débat. Je pense que vous, les éleveurs, avez peut-être des moyens de dire si ce chiffre est réaliste ou bien s'il est exagéré. Est-ce qu'il est vraiment lié à tous les processus de transformation qui existent? On les connaît bien, entre les calories végétales et les calories animales. C'est ça le débat. Mais si c'est vrai, et c'est ça que je voudrais dire devant cette assemblée de gens spécialistes, si c'est vrai, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'il y a en effet un domaine gigantesque qu'on peut explorer qui aurait un impact sur les ressources en eau. Et je ne vous fais pas de dessin, les ressources en eau sont liées bien entendu aux questions de changement climatique. Donc voilà, ça c'était pour les mauvaises nouvelles pour commencer, désolé, mais il fallait bien les faire. C'était donc le lien entre les questions d'élevage et les questions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Mais l'élevage, les productions animales au sens large, également, comme toutes les autres activités agricoles, sont concernées par l'impact que le changement climatique a et la manière dont ces productions peuvent s'adapter à cet impact. Alors là, je remercie Mathieu Vigne à qui j'ai emprunté ces quelques éléments. L'impact essentiel identifié sur les questions d'élevage, c'est le stress hydrique et thermique. Moi, pas besoin de vous faire de dessin, je pense que tout le monde comprend. La disponibilité fourragère, si elle est impactée par le changement climatique, si les ressources fourragères diminuent. Et les ressources foncières, peut-être un petit peu plus subtiles, ça concerne notamment tout ce qui est l'élevage mobile. Et s'il y a des espaces, notamment les parcours, les choses comme ça, qui sont impactés par le changement climatique, les ressources foncières peuvent être affectées. Également, les ressources foncières qui sont partagées entre l'agriculture et l'élevage. On a tous entendu parler de ça, surtout en Afrique, le pâturage de saison sèche, des choses comme ça, les contrats de fumure entre éleveurs et agriculteurs, je ne vous fais pas de dessin. Tout ça, c'est des choses qui concernent peut-être des changements qui concerneront les ressources foncières avec l'impact du changement climatique sur l'élevage. Alors l'adaptation à ces impacts, c'est, semble-t-il, en premier des questions de mobilité, à la différence des productions végétales, les productions animales, bon, sauf cas particuliers, enfin, c'est plus des cas particuliers, elles ne bougent pas toutes, mais enfin, il y en a beaucoup qui sont mobiles quand même, donc on peut déplacer les troupeaux. On peut partir sur les systèmes hors sol, donc l'élevage, l'alimentation à l'auge, les choses comme ça, le zero grazing et toutes ces options qui permettent de modifier les pratiques d'élevage pour les adapter au changement. On peut améliorer la qualité du fourrage. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure à la fin de la séance précédente, quand je suis arrivé. Il y a tout le grand domaine du sylvopastoralisme. Celui-là, je l'aime bien parce que c'est un petit peu ce que je connais un peu mieux que le reste. Je vais en y revenir dans quelques instants. C'est les associations entre les cultures, les arbres et l'élevage. Et on pourrait dire sylvopastoralisme ou agro-sylvopastoralisme, avec les trois composantes.
Et enfin, il y a tout ce qui concerne le domaine des races rustiques, sur lesquelles on pourrait également avoir des possibilités d'adaptation. Alors, oui, pardon, j'ai un autre exemple avant de passer à une étude de cas que je voulais vous montrer, que j'ai découvert dans des publications faites par des gens du CIRAD, sur des possibilités d'adaptation de l'élevage. Alors c'est un élevage un petit peu particulier, c'est l'élevage bédouin en Égypte, dans la zone désertique, dans la bordure sud de la Méditerranée. Et c'est intéressant de voir comment l'élevage bédouin s'adapte assez facilement finalement à 15 années de sécheresse dans cette zone, en modifiant un grand nombre de pratiques, en diversifiant ces pratiques, notamment en changeant d'élevage. Les Bédouins, ça m'a surpris quand j'ai lu cet article, se sont mis notamment à élever de la volaille. On ne s'imaginerait pas ça en voyant les modes de vie traditionnels des Bédouins, et à cultiver des céréales, par exemple. Bon, à cultiver aussi des choses comme des oliviers, d'autres espèces végétales. Ça, c'est une première chose intéressante, de montrer qu'il y a une incroyable possibilité d'adaptation de ces systèmes, finalement, aux conditions climatiques changeantes. Et puis, ce qu'il y a aussi dans l'article qui est intéressant à voir, c'est que lorsque récemment les conditions sèches ont eu tendance à s'améliorer un petit peu, eh bien, il y a eu un retour à l'élevage traditionnel d'ovins et caprins et camelins, de manière assez facile et assez rapide, et montrant que finalement les systèmes sont relativement souples. Et c'est ce concept de souplesse qu'on appelle flexibility en anglais souvent, que j'ai voulu illustrer ici. Je l'associe au concept de résilience, c'est-à-dire que si ces systèmes d'élevage sont capables de changer aussi vite, 15 ans c'est rien, puis de revenir à des pratiques traditionnelles, c'est qu'ils sont réellement souples, c'est qu'ils sont réellement, disons-le, peut-être entre guillemets, mais disons-le, résilients. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ce concept de résilience, on va en reparler dans la définition de l'agriculture climato-intelligente. Alors là, voilà. La définition de l'agriculture climato-intelligente, c'est la meilleure traduction qu'on ait trouvée, au passage, en français, de Climate Smart Agriculture. Vous pensez ce que vous voulez de la traduction, mais pour l'instant, on n'en a pas d'autre. Si la FAO en a une autre, qui est agriculture intelligente face au climat, mais c'est encore plus indigeste que celle que je vous propose ici. Alors, la définition de l'agriculture climato-intelligente, c'est ce qu'on a appelé le triplet gagnant. C'est simultanément 3 critères. Vous les avez sous les yeux. Le premier critère, c'est de maintenir un niveau de production durable, de sécurité alimentaire, des systèmes de production dans le temps qui continuent à assurer soit la sécurité alimentaire, soit les revenus des agriculteurs. Ensuite, être adapté aux nouvelles conditions du changement climatique. C'est pour ça que je vous en ai parlé juste avant et que je vous ai commencé à vous parler de résilience, parce que dans le concept d'adaptation du concept d'agriculture climato-intelligente, la résilience fait partie des critères de l'adaptation. Et enfin, des modes de production agricole qui soient capables d'atténuer le changement climatique, soit en réduisant les émissions, soit en piégeant du carbone. Donc ça, c'est la définition de base. Alors, j'ai pris un exemple pour essayer de vous montrer qu'est-ce que c'est que ce concept et comment on peut essayer de le mettre en application. Alors c'est là que je ne cache pas mes origines disciplinaires et que l'exemple que je vais vous montrer est un exemple qui n'est pas strictement de l'élevage, mais que vous allez voir qui associe plusieurs choses. On commence par les arbres. Au Niger, la régénération naturelle des arbres des champs, qu'on appelle dans certains cas agroforesterie, assistée par les agriculteurs. Les 2 photos que vous voyez sont assez parlantes. Entre 1975 et 2003, les petits points noirs qui apparaissent dans la vallée du fleuve Niger, là, c'est des arbres. Donc on arrive à voir même sur des images aériennes à assez grande distance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en une vingtaine d'années, en 25 ans, il y ait ce changement dans l'occupation de l'espace et l'arrivée d'un grand nombre d'arbres dans le paysage de cette zone-là? Alors d'abord, montrer à quoi ça ressemble. Les arbres des champs ou les parcs agroforestiers d'Afrique de l'Ouest, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, ça ressemble à ça. C'est un couvert supérieur d'arbres qui sont assez clairsemés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une couverture complète, ça se voit sur la photo, et un étage inférieur d'une culture annuelle. En l'occurrence, sur cette photo, vous avez du maïs, ça pourrait être du mil, du niébé, du sorgho,
n'importe quelle culture annuelle. Au passage, les Anglais, eux, les anglophones, ont choisi de nommer ça Evergreen Agriculture, peut-être pour ne pas l'appeler agroforesterie, parce que l'agroforesterie est un mot chargé de tout un tas de concepts. Et je trouve que Evergreen Agriculture, c'est pas mal comme terme, mais c'est aussi difficile à traduire en français, donc on va garder Evergreen Agriculture pour l'instant. Vue d'avion, ça ressemble à ça, mais je devrais dire vue d'avion et pendant la saison sèche. C'est-à-dire que là, les cultures annuelles ne sont plus là, mais vous avez bien toujours un couvert arboré supérieur relativement clairsemé. Et si vous regardez bien cette photo, vous verrez qu'entre les arbres, on voit des espèces de lignes dessinées qui sont les limites des champs qui ont été cultivés pendant la saison des pluies précédentes. Alors vous me direz, pourquoi je mets ça? Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de l'élevage. Alors l'élevage, dans ce système, il apparaît ici. Je pense que ceux qui connaissent cette région d'Afrique de l'Ouest le savent. Si vous allez dans ces champs arborés pendant la saison sèche, ben vous avez du pâturage de saison sèche. Et notamment, dans le cas le plus emblématique de ces parcs agroforestiers, vous avez la présence des fameux Federbia albida, qui ont toute une série de caractéristiques qui en font les arbres les plus adaptés, on va dire, à ce genre d'association avec des cultures. D'abord parce que ce sont des arbres qui ont une phénologie de contre-saison. Vous voyez que pendant la saison sèche, sur la photo, les arbres sont couverts de feuilles, alors que sur la première photo, lorsque le maïs était vert, il n'y avait pas de feuilles sur les arbres. Deuxième caractéristique, ce sont des arbres fourragers. Et ce que vous avez à droite, ce sont les gousses du Federbia albida, qui sont un fourrage d'une incroyable qualité. Ça, je pense que vous, les spécialistes de la question, ne me contredirez pas. On trouve ça même en vente sur certains marchés africains, et ça se vend très cher. Et ensuite, le Federbia albida est un arbre de la famille des légumineuses qui a aussi des propriétés amélioratrices du sol. Donc, il y a vraiment un système où on a une association entre l'agriculture, les arbres et l'élevage, d'où le nom d'agro-sylvopastoralisme. Ça concerne quand même une zone assez grande, hein, 5 millions d'hectares et 200 millions d'arbres au Niger, 2,5 millions de personnes concernées. Et où est le triplé gagnant? Pourquoi je vous parle de ça par rapport à l'agriculture climato-intelligente? Eh bien parce que le triplé gagnant, on peut le trouver dans ce système. L'adaptation, c'est le microclimat provoqué par les arbres et l'amélioration de la fertilité des champs, qui fait que les cultures associées aux arbres se trouvent dans des conditions où elles ont des conditions de croissance meilleures, donc il y a une adaptation du système. L'atténuation, c'est l'augmentation du stock de biomasse, de la biomasse des arbres surtout, et de la biomasse aérienne et souterraine dans le système. Et ensuite, le troisième critère, ce qui était revenu ou sécurité alimentaire, c'est assuré par la production de bois, la production de fourrage, en l'occurrence c'était les gousses, je vous les ai montrées, et la présence des cultures associées. Donc il y a bien les trois paramètres qui définissaient l'agriculture climato-intelligente dans ces situations-là. Pourquoi ce triptyque a eu du succès dans cette zone d'Afrique? C'est très intéressant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une innovation technique. C'est une modification du droit de propriété des arbres qui a été voulu par le gouvernement du Niger suite à des recherches qui ont été faites et qui ont mis en évidence le fait que les gens ne laissaient pas régénérer les arbres dans les champs et n'aidaient pas à leur croissance parce qu'ils n'avaient pas le droit de les récolter. Parce que la terre est en propriété de l'État, les arbres étaient également propriété de l'État, et donc on n'avait pas le droit de récolter un arbre même s'il était dans son champ. Et donc à partir du moment où le gouvernement du Niger modifie la loi foncière en disant aux agriculteurs, ces arbres qui sont dans vos champs, vous avez le droit de les récolter, ça change tout. Et à ce moment-là, les gens se trouvent intéressés à protéger ou planter ces arbres. C'est la promotion d'une technique traditionnelle qui était bien connue, mais qui tendait à disparaître parce que l'agriculture industrielle avait influencé tout le monde, y compris les agriculteurs locaux. Et donc, ça consistait tout simplement, le plus souvent, à protéger les arbres qui germent spontanément dans les champs. Les revenus des agriculteurs sont améliorés grâce à l'amélioration des rendements des cultures et à la fourniture de bois et de fourrage. Donc, une vraie modification qui n'est pas uniquement une modification technique,
mais qui est une modification sociale et une modification de gouvernance du système qui a permis que les concepts de l'agriculture climato-intelligente existent dans cette situation-là. Alors, il y a d'autres cas qu'on peut prendre. J'en ai pris un ici que je vous montre et que j'emprunte à Vincent Blanfort, qui est dans la salle, que je remercie, où on a pu démontrer qu'il y a des systèmes d'élevage qui également correspondent aux critères de l'agriculture climato-intelligente. Les pâturages de Guyane, Vincent en a parlé tout à l'heure, sont capables, si on les maintient pendant plusieurs décennies, de stocker du carbone dans le sol dans des quantités assez importantes. Pas les quantités de la forêt d'origine, mais en tout cas une quantité qui se rapproche, qui va au-delà du simple carbone du sol de la forêt qui a précédé le système d'élevage. Donc ça, c'est important. Vincent nous en a parlé tout à l'heure. Et Vincent lui-même analyse ce système sous le triptyque de l'agriculture climato-intelligente. Le système à gauche produit, donc soit des productions alimentaires, soit essentiellement des productions alimentaires ou les productions qui passent par l'élevage. Le système fournit des services environnementaux sur la droite, qui concernent essentiellement l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par le stockage du carbone. Et le système est mieux adapté, c'est en bas de la diapo, par la résilience d'un système dans lequel il y a un mélange entre des systèmes pérennes et plusieurs espèces et une diversité de pratiques. Donc il y a bien là aussi un système d'élevage qui a des caractéristiques d'agriculture climato-intelligente. Voilà, j'ai voulu prendre ces deux exemples pour vous montrer comment on peut essayer de faire le lien entre ces questions entre ce concept d'agriculture climato-intelligente qui fait beaucoup de bruit en ce moment et certaines pratiques d'élevage. Je m'en tiens à ces deux exemples, puisque je ne suis pas à même de rentrer dans les détails des systèmes d'élevage et de vous montrer comment on peut faire le lien. Ce que j'ai voulu faire, c'est passer quelques minutes de plus à partager avec vous les conditions de la mise en œuvre de ces critères de l'agriculture climato-intelligente. Comme je l'ai dit, dans le cas du Niger, ce n'est pas une technique, mais c'est une approche qui englobe plusieurs choses. Il y a un processus complet qu'il faut mobiliser pour qu'on arrive à faire ce changement permettant de prendre en compte ces trois critères simultanément. Donc il y a tout le domaine de la participation en faisant négocier et interagir les gens entre eux. Il y a tout le domaine du long terme dans un contexte incertain. C'est la fameuse résilience, la souplesse dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le lien avec les politiques publiques. On en a parlé avec la modification de la loi foncière au Niger. Et puis, il y a le grand domaine de la finance qui peut être derrière ça. Pas trop le temps de parler de ça, mais les gens qui sont spécialisés de cette question disent qu'il y a un grand domaine dans lequel on pourrait avancer en faisant un lien meilleur entre le grand domaine de la finance climatique, dont on entend parler, le fonds vert, etc., et la finance mobilisée pour le développement agricole. Oubliez les recettes toutes faites, parce que les solutions sont forcément locales. J'espère que les exemples l'ont montré. Et il y a une dimension hétérogénéité du paysage qui est importante, parce que il y a de la diversité forcément qui doit être prise en compte dans la manière dont on applique ces concepts. Et ce n'est pas la même chose selon les endroits où on se trouve. Enfin, on l'a vu dans le cadre de la Guyane notamment, la dimension multifonctionnelle de l'agriculture avec les services écosystémiques qui peuvent être utilisés dans le contexte de ces systèmes. Alors, ce n'est pas exemple de critique, l'approche climato-intelligente. Et il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas gênés de le dire, et c'est rentré dans le débat, et on en tient compte actuellement dans les réflexions qu'on est en train d'alimenter sur ce concept. Il y a un risque de course en avant technologique. En gros, ce que disent les critiques négatives de l'approche, c'est qu'on peut mettre là-dedans différentes manières de faire de l'agriculture. On n'est pas obligé, parce qu'on prétend atténuer les émissions de gaz à effet de serre, être adapté au changement climatique et assurer la sécurité alimentaire, se priver, par exemple, de produits phytosanitaires en abondance ou d'herbicides. Il n'y a pas d'opposition par définition entre ces choses-là.
Donc il y a un vrai risque et des gens qui disent que appliquer ce concept les yeux fermés, c'est d'une certaine manière un risque de foncer tête baissée dans de nouvelles conditions de révolution verte, c'est-à-dire des objectifs apparemment vertueux d'augmentation de la production, mais basés sur l'artificialisation de toute une série de paramètres, notamment les intrants, et qui pourraient faire en sorte qu'à la fin, on croit faire quelque chose de durable et climato-intelligent, mais on fasse quelque chose qui soit uniquement climato-intelligent et pas durable. Auquel cas, on aurait échoué et on aurait répété les erreurs de la révolution verte. Donc nous, au CIRAD, on a pris une position qui est assez claire et on a dit, et c'est sur le site internet du CIRAD, donc vous pouvez consulter ça, on a dit que le type d'agriculture climato-intelligente sur lequel on voulait travailler était une option dans laquelle on associait les concepts de l'agroécologie avec les concepts de l'agriculture climato-intelligente afin un petit peu de se prémunir des excès allant dans le sens de, pour faire du climato-intelligent, ouvrons la voie à tout ce qui est pesticides, herbicides, OGM, etc. Voilà. Donc le CIRAD s'est un petit peu mis sur une position, comme le CIRAD actuellement travaille grâce à de nombreuses équipes sur les questions d'agroécologie, on a décidé de faire le lien entre les deux concepts pour essayer un petit peu de le présenter de cette manière-là et pour voir un petit peu comment il peut y avoir des propositions qui peuvent être faites associant les deux concepts, le concept de l'agriculture agroécologique et le concept de l'agriculture climato-intelligente. Alors voilà, je vais m'arrêter là, simplement pour vous dire que ces choses-là, on va en parler au mois de mars prochain, dans une conférence qui se tient ici à Montpellier, du 16 au 18 mars, sur lequel je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà soumis des abstracts, parce qu'on voit arriver des abstracts tous les jours. Pour ceux que ça intéresse, la date limite de soumission des abstracts, c'était avant-hier soir, mais, gardez-le entre vous, on a prolongé jusqu'à vendredi soir. Donc s'il y a des retardataires ou si vous en connaissez, vous pouvez leur dire de soumettre jusqu'à vendredi soir. C'est marqué sur le site, mais on n'en fait pas une diffusion abondante parce qu'on n'a pas voulu non plus faire savoir ça à toute la planète. Mais on a eu des cas particuliers de gens qui avaient été coincés en dernière minute avant de soumettre leur abstract dimanche soir. Donc on a rouvert la possibilité de soumettre les abstracts jusqu'à vendredi soir. Donc que ceux que ça intéresse le sachent. Voilà. On attend environ 500 personnes à Montpellier au mois de mars. Et on a allé sur le site voir à quoi ça ressemble. On a pas mal de keynote speakers intéressants, de conférenciers clés intéressants qui viennent des 4 coins du monde et beaucoup de soumissions. Donc on espère que ce sera un congrès intéressant. Voilà la manière dont j'ai essayé de résumer les choses. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Donc, moi, ça me tenait un peu à cœur. Je trouve que c'est au-delà des discussions que l'on peut avoir eues dans le cadre de ce projet ANR EHPAD et des visions que l'on peut développer là sur l'efficience. Bon, je pense que ça donne des éléments de point de vue sur des futurs et en quoi un certain nombre de recherches là, qui ont été développées là, en cours de projet pourraient s'intégrer ou être valorisées dans des visions là, sur le Climate Smart. Donc, important aussi, je pense, noter qu'il est encore temps pour poster l'un ou l'autre proposition de communication. Hein, ça peut être un court poster là, sur les travaux qui ont été faits. Et puis bon, commençons peut-être par quelques éléments de débat ou de questionnement. Je suppose que pour d'aucuns, vous découvrez peut-être un peu plus ce que c'est que Climate Smart. Bon, est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, je vois Michel. Oui, je voudrais répondre à un aspect ponctuel, mais sur lequel vous avez interpellé la salle, c'est le problème de l'eau, parce que j'ai travaillé dessus. Et ce que je voulais dire, c'est que le chiffre de 15 000 litres qui court partout dans la nature est vraiment totalement trompeur, parce qu'il inclut l'eau de pluie qui a servi à faire pousser les cultures. Alors, j'ai fait quelques petits calculs. Si on prend ce chiffre pour argent comptant, ça veut dire que vu la production mondiale de viande de ruminants, de viande bovine par an, en 5 ans, la totalité des réserves d'eau douce de la planète serait épuisée. Et un autre exemple, c'est que, bien sûr, je m'en doutais, hein. plus il y a de surface pour produire, plus c'est extensif.
plus il y a de production d'eau nécessaire. C'est-à-dire qu'un pauvre bovin qui serait sur 30 hectares de friche où il arrive à peine à se nourrir, et ben là, pour produire 1 kilo de viande, il faudrait des millions de litres d'eau. Donc c'est ce qu'il y aura demain aux journées herbivores, comme disait Philippe, qui sera présenté par Armel Gacq, prend une autre méthode avec des chiffres beaucoup plus faibles. Je suis preneur de ces chiffres. Hein. Comme vous l'avez deviné tout à l'heure, quand j'en ai parlé, j'étais un petit peu mal à l'aise parce que je me doutais bien qu'il y avait quelque chose d'irréaliste là-dedans, mais je suis tout à fait intéressé par avoir ces chiffres, si vous pouvez me les faire passer. Mais j'ai quand même une question. Si, pour calculer ce chiffre, dans le cas de la viande, on prend en compte l'eau de pluie, c'est ce que vous dites, la diapo doit prendre aussi en compte l'eau de pluie pour les autres productions. Donc la correction doit s'appliquer à tout le monde. Alors si la même correction s'applique à toutes les catégories de production alimentaire, il reste toujours une énorme différence entre le végétal et l'animal. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Il reste une grosse différence, oui, parce que finalement, pour le végétal, c'est les cultures irriguées qui nécessitent de puiser de l'eau, de puiser des réserves d'eau. Pour l'animal, il y a les cultures irriguées qu'il consomme, plus toute l'eau des services, plus l'eau de lavage, l'eau de boisson bien sûr, mais c'est pas beaucoup. Et puis l'eau utilisée dans les abattoirs, les laiteries. Mais ça fait vraiment à peu près 5 à 10%. Donc c'est sûr que c'est pour toutes les productions agricoles que le chiffre est plus faible. Mais là vraiment c'est 5 à 10%. Et même les calculs tels qu'ils sont faits par les pionniers de ce qui s'appelle l'empreinte eau, comprend l'eau grise, qui est une eau virtuelle qui serait nécessaire pour épurer l'eau polluée, par exemple, par les nitrates. Donc c'est une eau totalement virtuelle qui se rajoute et qui mélange quantité d'eau nécessaire et qualité de l'eau. Bon, donc il ne faut plus que j'utilise cette diapo. D'accord. Je pense que ça reste quand même un élément qu'effectivement, nous, on aborde très peu dans l'unité, par exemple. C'est très rare qu'on parle de la question de l'eau. Bon, moi, je crois dans le cas de la viande, là, le chiffre, même si ça paraît excessif, comme tu l'as bien noté, quoi, il y a effectivement le shift où on prend ou pas l'eau verte ou l'eau bleue en considération. Peu importe, c'est clair que quand on a des systèmes de production de viande et qui, pour la majorité de la viande qui est commercialisée, sont quand même des systèmes à base de grains, des feedlots, et là, les feedlots sont principalement alimentés par des cultures de céréales qui sont pour une très large part irriguées et qui consomment des grandes quantités d'eau, où l'efficience de l'eau et l'utilisation de la flotte, elle n'est pas particulièrement regardée de près, quoi. On voit bien les débats, même ici en France. Le gars qui est décédé il y a peu de temps, c'est quand même autour de questions de création de barrages pour irriguer des cultures, pour des populations agricoles qui principalement font du maïs, sans doute. Je ne vais pas creuser énormément les choses, mais je pense que dans l'idée d'une agriculture climato-intelligente, sans doute que dans les questions d'efficience de l'élevage, devrait-on un peu plus regarder ça de près et quelque part démontrer les valeurs que peuvent avoir des formes d'élevage qui ne soient pas nécessairement les plus intensives et les plus mises en avant, souvent pour résoudre les questions de futur alimentaire. Bonjour, moi j'ai du mal à saisir la différence entre climat, smart agriculture et agroécologie. Et si on pouvait revenir dessus et sur l'intérêt de ce nouveau concept, sachant que, de mon point de vue, l'agroécologie, justement, englobe certaines des limites qui sont inhérentes au concept de climat, smart agriculture, notamment les principes exposés par Altieri sur l'agroécologie. Il y a évidemment recouvrement entre les concepts de l'agroécologie et ceux de climate smart agriculture, c'est clair. Il y a recouvrement. Je crois que il y a une manière un petit peu un peu provocatrice, mais qui est apparue dans certains débats sur l'agriculture et changement climatique, consistant à dire que les contraintes apparues du changement climatique récemment, en fait, sont presque une opportunité, une occasion positive de mettre en œuvre tout un tas de concepts d'agriculture durable
qu'on avait depuis longtemps et qui passait mal parce que l'agronomie conventionnelle était dérangée par ces choses-là. Moi, je peux témoigner personnellement, parce que j'ai travaillé sur les questions d'agroforesterie, que quand j'ai commencé à travailler en agroforesterie dans les années 80, on était perçus comme des doux rêveurs. Et on ne nous prenait pas au sérieux. Et maintenant, vous prenez n'importe quel document qui parle d'agriculture et changement climatique, et l'agroforesterie est citée comme un exemple de ce qu'on peut faire pour répondre aux contraintes du changement climatique. Donc, il y a une vraie convergence entre les critères. Alors, bon, je dis ça pourquoi? Parce que dans l'agroforesterie, il y a beaucoup de paramètres qui sont proches des paramètres de l'agroécologie, notamment ce qui concerne les associations de culture, la matière organique du sol, la couverture permanente du sol par la couche arborée, etc. Et donc la dimension paysage, c'est-à-dire de réfléchir au-delà du champ, mais réfléchir sur des choses qui sont plus grandes que le champ ou l'exploitation agricole, tout ça, c'est des choses qui étaient présentes dans des concepts tels que l'agroforesterie, mais dans d'autres approches du pays, de l'agroécologie, notamment celle d'Altieri. Donc, je dirais, en tout cas pas de contradiction, ça c'est sûr. Pas mal de points communs. La différence, je dirais, c'est que quand même, l'agriculture climato-intelligente, elle se donne ces 3 critères, ces 3 enjeux très clairs et affichés, qui sont l'enjeu donc de la sécurité alimentaire, de l'adaptation et de l'atténuation. Et dans l'agroécologie, c'est pas exprimé comme ça quand même. Il n'y a pas, alors que l'agroécologie ait un impact sur l'adaptation, pas de problème, sur l'atténuation aussi, mais c'est pas affiché de cette manière dans les objectifs de l'agroécologie. Donc je crois que voilà, il y a cette petite différence que je ferai entre les deux, mais je vois pas de contradiction. Alors à ceci près que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui mettent dans Climate Smart Agriculture des approches de type révolution verte, avec des OGM, des herbicides et des phytosanitaires à volonté, d'accord, et des systèmes agricoles basés sur des économies d'échelle qui portent atteinte au tissu rural social et à toutes ces choses-là, enfin les choses qu'on critique dans l'agriculture industrielle. Donc, les gens qui mettent dans l'agriculture climato-intelligente ces paramètres de l'agriculture industrielle, eux, par contre, sont en contradiction avec l'agroécologie. Donc voilà, ce n'est pas exactement la même chose. Dans l'agroécologie, c'est sûr qu'on ne peut pas faire d'agriculture industrielle au sens de utilisation à volonté des intrants, par exemple. Par contre, dans l'agriculture climato-intelligente, je l'ai dit, il faut qu'on soit conscient. Le risque existe. Il y a peut-être des gens parmi nous, d'ailleurs, il y en a y compris au CIRAD, qui pensent qu'on peut faire les deux. On peut être climato-intelligent sans limiter l'utilisation d'intrants et en utilisant des concepts de l'agriculture conventionnelle. Bon, ce n'est pas la position sur laquelle le CIRAD s'est plus ou moins officiellement. Enfin, on sait ce que c'est dans les institutions de recherche. Ce n'est pas parce qu'il y a une position institutionnelle que tout le monde la suit à la lettre. Mais c'est plutôt quand même la position sur laquelle le CIRAD s'est positionné. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un petit peu la manière, moi, dont je vois les choses. Oui. Du coup, j'ai le micro, j'en profite. Est-ce que, justement, cette fuite en avant, elle n'est pas un peu inéluctable compte tenu de la demande en produits agricoles futurs? Et donc, est-ce que le risque, c'est pas, enfin, malheureusement, peut-être on va voir, c'est justement d'augmenter les productivités, même si les coûts environnementaux, notamment les émissions en termes de mitigation, sont plus faibles par produit, par unité de produit. Mais est-ce que pour arriver à cela, c'est pas le risque justement d'augmenter les consommations d'intrants et au final d'augmenter l'impact global que peut avoir les productions, quoi? Le débat n'est pas simple, c'est compliqué, il y a plusieurs éléments. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières d'analyser les choses, notamment de ne pas regarder uniquement la question de ce qui se passe dans le champ, mais de ce qui se passe avant et après, en regardant toute la chaîne de production, hein, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et tout ce qui concerne les pertes, c'est pour ça que j'ai parlé des pertes par exemple, tout ce qui concerne les consommations alimentaires aussi, les habitudes de consommation, hein, les problèmes de santé liés à la surconsommation dans certains pays du monde, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des domaines qu'on peut peut-être aborder pour essayer de ne pas agir que sur l'offre de produits alimentaires, mais aussi sur la demande, pour modifier un petit peu ça. Mais le risque existe, bien entendu.
l'autre débat qui tourne autour de cette question de est-ce qu'il faut produire plus et comment faut-il produire plus a un lien avec ce dont on parlait juste avant sur l'agroécologie. C'est ce qu'on a appelé récemment en anglais land sparing ou land sharing. Vous avez peut-être vu ça. Épargner la terre, land sparing, ou partager la terre, land sharing. Qu'est-ce que c'est épargner la terre ou partager la terre? Ce sont deux visions qui s'opposent un petit peu de l'utilisation de l'espace agricole. Dans la vision consistant à épargner la terre, on intensifie la production sur certaines zones agricoles au maximum pour essayer de protéger les autres zones et de ne pas les transformer en terres de production agricole. C'est le concept de la révolution verte. C'est ce que Norman Borlaug avait mis dans les textes qui justifient la révolution verte dans les années 60. Les analyses spatiales et socio-écologiques montrent que la révolution verte a eu des problèmes techniques qu'on connaît, mais elle a eu aussi des problèmes en termes d'occupation de l'espace et sociologiques qui ont fait qu'en réalité, malgré cette volonté d'intensifier la production dans certaines zones, eh bien, on n'a pas empêché que la déforestation continue dans d'autres zones. Donc, en gros, le concept de land sparing, épargner la terre, n'a pas marché. Donc, on est plutôt sur un concept maintenant de land sharing. Et dans ce concept de partager la terre, l'idée, c'est d'avoir sur les mêmes zones agricoles, les mêmes terrains, des objectifs de production agricole et des objectifs de protection de la biodiversité ou de la nature, de gestion des ressources naturelles, pour essayer de faire les deux choses à la fois. Et c'est quand même un petit peu ce qu'on essaie de faire, par exemple, dans ce que je vous ai montré au Niger, ou dans le concept d'agriculture climato-intelligente, c'est d'essayer de continuer à produire tout en ayant un certain nombre de services écosystémiques qui soient obtenus. Ça, c'est le concept de partager la terre. Donc c'est plutôt dans cette manière-là qu'on essaie de voir. Le raisonnement consistant à dire, ce que vous dites est vrai, on ne peut pas éviter de produire davantage. Mais on ne peut pas éviter non plus d'abandonner l'objectif de gestion de l'environnement et de protection des ressources naturelles. On ne peut pas faire les deux dans des espaces séparés. L'expérience a montré qu'on n'y arrivait pas, sauf cas particulier, sauf exception, les grands parcs nationaux, les choses comme ça. On n'y arrive pas. Donc faisons les deux au même endroit, en modifiant nos pratiques. C'est un petit peu ça qui est derrière ces concepts. Oui, moi j'aurais une question par rapport à ça, c'est comment une institution comme le CIRAD et ses partenaires, on n'est pas tout seul et de plus en plus on travaille effectivement dans des visions collectives que l'on porte là, à cette échelle, par exemple Climate Smart. L'évocation que tu as fait là est très forte là, du fait que très rapidement des grands producteurs agricoles vont s'emparer de ça et démontrer. Et pour moi ça fait complètement sens. Dans ma propre famille, j'ai un fils qui fait de l'agriculture comme ça en Afrique et qui, dans ce qu'il me raconte, je vois tous les éléments d'une climate smart agriculture, mais particulièrement industrialisée, quoi, avec une très très grande connaissance, par exemple, du moment où il va falloir semer, le fait d'utiliser au maximum la pluie, de faire de l'agriculture de précision avec des GPS au milieu là de l'Afrique. Et c'est terriblement convaincant dans le discours et dans la réalité aussi sur l'efficience que ça amène et en quoi ça s'adapte à des conditions climatiques qui sont changeantes. La préoccupation que l'on a dans une institution de recherche comme la nôtre, c'est bien évidemment toutes ces agricultures familiales et comment peut-on imaginer effectivement d'approprier des concepts de climate smart agriculture dans des milieux et dans des contextes d'agriculture qui sont essentiellement à caractère petite agriculture familiale ou petites exploitations, quoi. Qu'est-ce que l'on devrait agréger dans la démarche là, de particuliers pour faire en sorte que eux participent de manière tout à fait importante là, à ce débat futur. Merci pour la question compliquée. Il y a un truc très clair, c'est que par rapport à la petite agriculture des pays du Sud, l'objectif d'atténuation du changement climatique, il est remis en cause. Le débat dans les grandes négociations climatiques internationales, si vous l'avez suivi, si vous suivez ce qui se passe à Lima cette semaine, dans les négociations des Nations Unies sur le climat,
les pays du Sud disent que l'augmentation des gaz à effet de serre n'est pas de leur responsabilité historique et que donc l'atténuation des émissions et la séquestration du carbone ne doit pas leur incomber. Ça, c'est les négociations climatiques il y a quelques années. On est en train d'évoluer un petit peu sur ça, justement un petit peu avec les concepts d'agriculture climato-intelligente en disant, mais attendez, on n'impose pas, on ne peut pas imposer en effet aux agriculteurs du Sud, notamment la petite agriculture, d'avoir des objectifs d'atténuation alors que ces pays ne sont pas responsables des émissions historiques. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des co-bénéfices. C'est-à-dire qu'un système qui est bien adapté, c'est-à-dire dans lequel il y a beaucoup de matière organique, dans lequel il y a de la résilience qui peut réagir après une perturbation, après une saison sèche anormale, après des choses comme ça, un système qui est diversifié, avec des cultures annuelles, des cultures des racines et des tubercules, des arbres, etc., il est mieux adapté qu'un système, on va dire, industriel, de type monoculture de céréales. Et donc, il va, sans le vouloir, sans le déclarer en tout cas, contribuer aussi à l'objectif d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc vu comme ça, on peut essayer de faire passer cette idée que le concept d'agriculture climato-intelligente peut aussi s'appliquer en fait à tout type d'agriculture. Voilà. C'est un petit peu la manière dont j'aurais envie de répondre à ta question. Mais tout ça, c'est en débat. Ça fait partie justement des choses qui sont en débat. En cette semaine à Lima, l'année prochaine, dans un an à Paris, vous savez que la prochaine conférence des parties, la COP 21, qui est celle au cours de laquelle sera négocié un remplaçant éventuel au fameux protocole de Kyoto, se tient à Paris dans un an, et que c'est cette négociation qui est très importante en termes d'étape sur les grandes négociations internationales des Nations Unies sur le changement climatique. Et cette question de savoir est-ce que la différence qu'on faisait dans le protocole de Kyoto entre les pays en développement et les pays développés, les fameuses différentes annexes du protocole de Kyoto, ne tient plus. Notamment parce que les pays émergents ont changé de catégorie, etc. Enfin, il y a beaucoup de débats compliqués. Vous avez vu ce que la Chine a annoncé il n'y a pas très longtemps en s'engageant à réduire ses émissions, alors qu'il y a 15 ans, au moment du protocole de Kyoto, la Chine disait « on n'aimait pas ». Nous, on fait partie des pays en développement. Donc le débat est en train de changer, mais sans doute, en 2015 à Paris, il n'y aura pas cette catégorie, cette spécialisation autant marquée entre les pays développés et les pays en développement et les pays émergents. Qu'est-ce que ça sera exactement? On ne sait pas trop. Beaucoup de gens, je m'aventure un peu sur des domaines que je connais qu'en partie, mais beaucoup de gens disent que les chances de succès de la conférence de Paris ne sont pas énormes parce que justement, il y a cette énorme difficulté à faire en sorte que le protocole qui soit signé à Paris en 2015 soit un protocole qui engage tous les pays du monde. Et il faut que ce soit le même texte sur lequel tout le monde signe. Et c'est ça l'objectif. Et trouver le même texte sur lequel tout le monde signe, ce n'est pas facile du tout, justement à cause de ces questions-là. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes critères d'atténuation à tous les pays du monde? C'est compliqué. Les critères d'adaptation, c'est plus facile. Il n'y a pas d'agriculteur qui n'ait pas envie d'être adapté à ces conditions climatiques. Donc ça, c'est plus facile à faire passer. Et l'autre critère, le critère de sécurité alimentaire, bien entendu, celui-là aussi, il est admis. Mais l'atténuation, ce n'est pas aussi simple. Voilà. Alors sur l'atténuation, il y a des problèmes. J'en ai parlé au début un petit peu rapidement. Je vous ai cité quelques chiffres, des pourcentages sur l'agriculture, censée être responsable de 15 à 24% des émissions globales de gaz à effet de serre selon qu'on prend le changement d'usage des terres ou selon qu'on ne le prend pas. Et dans ces 24%, 30% qui viendraient de la partie animale. Ça me fait plaisir de voir que Philippe Vernier est là, parce que Philippe Vernier m'a fait passer un message il n'y a pas longtemps dans lequel il dit qu'à l'Îlerie, où il était récemment, il a entendu des chiffres différents, disant que 3/4 des émissions agricoles, c'est ça qui me dit, il semble, viendraient de l'élevage. Moi, ce chiffre-là, je ne t'ai pas encore répondu, Philippe, mais ce chiffre-là, je ne l'ai jamais entendu. Je ne sais pas d'où il vient. Mais voilà, même chose que pour l'utilisation de l'eau tout à l'heure. Ces chiffres sont toujours à prendre avec beaucoup de prudence. Prenez des tendances, mais ne prenez pas des chiffres précis en disant c'est 24% ou c'est 12% ou c'est 30%. C'est tellement compliqué à mesurer
qu'il faut toujours les prendre avec prudence et essayer de donner des fourchettes. En tout cas, ça m'intéresse, Philippe, qu'on explore l'origine de ce chiffre pour qu'on essaie d'y voir plus clair. Je trouve ça très, très intéressant. Mais je n'ai pas pu le mettre dans ma présentation tout à l'heure parce que j'ai eu ton message que hier. Tu vois. Voilà. C'est à prendre avec des pincettes. Voilà. Oui, alors je ne sais pas comment formuler ça, mais c'est un peu dans la suite de ce que disait Philippe, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il y a un risque quand même avec des concepts comme Climate Smart Agriculture ou même agroécologie, bon, qui sont quand même assez proches, actuellement d'avoir, notamment dans les décideurs des pays du Sud ou même dans les organisations paysannes, d'avoir un risque de rejet. Et c'est ce qu'on entend un petit peu comme bruit de fond dans certaines instances internationales ou dans certains débats internationaux, comme quoi le risque que ces gens, donc nos interlocuteurs ou nos collègues du Sud, des fois, perçoivent ce genre de concept comme quelque chose d'un peu, comment dire, oui, voilà, mais qui les maintiendrait dans un certain état de sous-développement. Enfin, je caricature, mais il y a un peu ça, quoi, derrière. Et c'est pour ça que quand il y avait une phrase dans ta diapo où tu disais attention, risque de compromission avec l'agrobusiness si on utilise beaucoup d'intrants. Bon, je pense qu'il faut quand même faire attention entre ce que peut faire une agriculture de type, là aussi en caricaturant, bassin parisien où on met 500 unités d'azote avec beaucoup de lessivage, ou en Bretagne avec les effluents animaux. Et puis, ça d'accord, on sait que ça a un effet négatif très important et il faut trouver autre chose, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'une agriculture qui serait respectueuse de l'environnement, stable et climato-intelligente ou climato-futée, ce serait plus court, c'est pas forcément incompatible, par exemple, avec utiliser des OGM qui seraient, eux, adaptés, enfin, qui amènerait un avantage en termes de résistance à la sécheresse, par exemple, ou même des herbicides. Dans beaucoup d'agricultures du Sud, y compris en Afrique, l'année dernière, j'étais dans un débat au Nigeria, il y a des problèmes de manque de main-d'œuvre, hein, par exemple. Donc, et l'enherbement est un facteur souvent limitant très important. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même faire attention à pas donner une image de un peu fleur bleue, on sarcle, c'est sarclé, c'est sympa, ça fait faire des belles photos, mais quand c'est vous qui le faites en plein soleil, bon, voilà, c'est moins sympa. Donc voilà, quoi, il faut aussi des réponses, je pense, technologiques adaptées à l'évolution, quoi, à la demande, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Moi, je peux essayer de te faire une réponse en deux étapes. La première étape, c'est que ce que tu dis est vrai. Il faut pas essayer de faire faut pas laisser les pays en développement dans une position misérabiliste, entre guillemets, hein. Ceci dit, on a quand même le droit, nous, ayant vu ce qu'a donné l'agriculture des pays du Nord, de dire qu'on veut pas, on veut épargner les pays du Sud d'avoir la même chose. Voilà. On n'a pas envie, et ça je pense qu'on a le droit de le dire, que le même type d'agriculture que celle que nous on vit ici en Europe se développe dans des pays dans lesquels ça n'existe pas encore, parce qu'on a vérifié toute une série de problèmes. Donc ça, c'est la première chose. Donc je pense qu'on est quand même légitime à dire ça. La deuxième chose, c'est que je pense que je suis assez d'accord avec toi qu'il ne faut pas exclure tout type d'intrants, et notamment, si tu prends l'Afrique subsaharienne, le taux d'apport en engrais minéraux est tellement bas que même l'augmenter un petit peu, ça ne changera pas beaucoup l'impact que peuvent avoir ces engrais sur l'agriculture africaine. Ça, je suis assez d'accord. Là où je suis prudent, moi, ce n'est pas sur l'utilisation de ces intrants
et produits phytosanitaires divers, c'est sur leur origine en termes de système économique mondialisé. Voilà. Si ça devient des systèmes dans lesquels l'OGM ou la semence, même qu'elle ne soit pas OGM, est liée, je ne fais pas de dessin, tout le monde connaît la situation, à un herbicide produit par la même société multinationale qui produit la semence, et que les agriculteurs, du coup, se retrouvent mains liées avec la société multinationale en question, là, on a un vrai problème qui n'est plus un problème agronomique, on a un problème pardon, j'ai dit agronomique, c'est ça, oui. On a un problème qui n'est plus uniquement agronomique, on a un problème qui est économique et qui est lié au contexte de la mondialisation. Et on a aussi le droit de dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec cette manière de voir le monde évoluer. Voilà. Donc sur ces deux points-là, moi, c'est cette manière dont je répondrai à ta question. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat, je suis d'accord. Pour compléter un peu sur ce que tu dis, là, Philippe, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, quand on va dans les Suds, on voit bien que ces questions-là d'écologie, les gars, ou même d'agriculture familiale dans certains cas, on entend bien le discours dans certains ministères qui est de dire, vous savez, ça c'est vos problèmes à vous dans le Nord, ça, de l'environnement. Chez nous, c'est pas, comme tu dis, on utilise très peu d'engrais, donc on voit pas très bien comment on va polluer des nappes avec 0 engrais dans une culture de maïs. Pourquoi aussi nous exclure nécessairement des développements industriels que connaissent des pays comme le Brésil ou ailleurs qui s'enrichissent avec de l'agriculture, hein. En Afrique, c'est quand même un élément de débat, quoi. Pourquoi on ne voit pas là une agriculture hautement productive? Et c'est vrai qu'il y a à être un peu armé, quoi, sur la manière d'aborder les questions du futur dans ces pays en ne redéclinant pas simplement des visions agroécologiques, par exemple. Par contre, dans le concept, moi, quelque chose que je trouve tout à fait intéressant, c'est d'abord que ça adresse des grands défis et de manière assez claire. Et c'est pas une vision rétrograde de dire il faut qu'on redescende d'une agriculture trop intensive ou excessive pour aller vers quelque chose qui soit plus adapté écologiquement, ce qui est tout à fait pertinent, hein, vu à l'échelle des zones du Nord. Dans les Suds, là, on a, c'est vrai, des enjeux majeurs à adresser, qui sont quand même la sécurité alimentaire, l'adaptation à des climats qui changent. Bon, la notion de mitigation, c'est vrai que c'est pas toujours bien perçu, et tu l'as expliqué, le pourquoi du comment. Et les Indiens, par exemple, je reviens toujours à cet exemple, enfin c'est vrai, on les accuse d'être les plus grands émetteurs dans la partie animale, parce que c'est eux qui ont le troupeau, par exemple, d'animaux laitiers le plus important au monde, et c'est pas un petit bazar, c'est 300 millions d'animaux qui émettent tous les jours, qui éructent du méthane en quantité. On comprend que là derrière, tout le monde pointe ça du doigt. Ils s'emparent de ça et ils commencent à faire des recherches là sur les différences qu'il peut y avoir entre des ébus, des taurins, et sur comment adapter là, leur système pour effectivement contribuer à diminuer ça. Un mot qui, moi, me paraît intéressant, vu de notre point de vue, c'est le mot intelligent. Et intelligent, bon, on pourrait croire que c'est la science qui est intelligente, ou que c'est les savoirs que l'on construit de manière scientifique qui représentent l'intelligence. Il y a, et ça on peut tous en témoigner quand on travaille là dans beaucoup de ces zones, une intelligence climatique dans les savoirs locaux que peuvent avoir à la fois des agriculteurs, des éleveurs, des agroforestiers, qui certainement méritent d'être revisités. Et quelque part, donc, le concept peut aussi aider à justement promouvoir beaucoup plus une vision dans le futur là, qui intègre, comme ça a été dit au départ là, de la description de l'approche, beaucoup plus les acteurs locaux, leur capacité à s'adapter, le fait que dans des cultures, par exemple, ils vont diversifier différentes variétés de céréales à l'intérieur d'un même champ pour effectivement s'adapter à un climat qui peut être un peu plus variable. Il y a 1000 recettes comme ça qui existent dans les savoirs locaux, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des pasteurs, qui méritent certainement de rentrer aussi dans cette vision-là d'une agriculture qui soit climato-intelligente et qui ne soit pas faite
que de réduction d'intrants, parce que c'est ça qui se fait dans la grosse agro-industrie. Maintenant, on pollue de moins en moins, hein. Les quantités de pesticides qui se mettent à l'hectare, ils sont réduits de moitié, ils sont réduits au tiers, simplement en utilisant des techniques qui sont beaucoup plus précises que par le passé. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a, et surtout autour de cette vision land sharing et land sparing, qui est quelque chose dont il faut qu'on s'empare aussi beaucoup plus. L'idée que l'on ségrègue l'espace ou que l'on le fragmente en mélangeant là, les différents systèmes est certainement une voie qui est importante à intégrer dans toutes les questions qu'on a évoquées là aujourd'hui, entre autres sur les dimensions d'efficience territoriale. Est-ce qu'un territoire, par exemple, qui est fragmenté entre différents systèmes est plus efficient qu'un territoire où on a fait de la ségrégation? Voilà bien, si on regarde des systèmes d'élevage, quelque chose qui serait intéressant dans le futur d'instruire beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Un mot que je voudrais rajouter rapidement, le fait que cette idée de Climate Smart Agriculture aille au débat du simple fait technique a fait que, d'ailleurs c'est parti de ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la question et qui en fait se sont pas du tout emparés des changements techniques que ça suppose, mais de tous les changements politiques, institutionnels et de finances que ça suppose. Et il y a une grande partie de la communauté scientifique et des preneurs de décision en général, des décideurs qui travaillent sur cette question de voir comment mobiliser des fonds, comment modifier les politiques publiques, comment avoir des institutions éventuellement nouvelles qui s'emparent de ce concept pour essayer de le pousser en avant, en faisant l'hypothèse qu'en fait les idées techniques, elles existent déjà. Il suffit, façon de parler, il est important de créer un contexte favorable à la mise en place de ces solutions techniques qu'en fait nous avons déjà, que nous connaissons, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons depuis pas mal de temps sur ce qu'on a appelé pendant longtemps l'agriculture durable, qu'on appelle toujours comme ça d'ailleurs. Mais le contexte pour que ces choses-là passent dans l'action peut peut-être changer. Alors la manière dont les gens qui travaillent sur ça s'y sont pris, c'est de créer un truc qu'ils ont appelé l'Alliance pour l'agriculture climato-intelligente. The Global Alliance for Climate Smart Agriculture. Vous trouvez ça sur Internet, ACSA, A-C-S-A. Et la Global Alliance for Climate Smart Agriculture, c'est un espèce de groupe de pression internationale. C'est un mécanisme de lobby international, un peu, on peut dire. Le CIRAD en fait partie, le gouvernement français en fait partie. Il y a plein d'institutions et de gouvernements qui ont adhéré à cette alliance. L'idée étant de mobiliser des fonds, de mobiliser des idées, de mobiliser des forces publiques pour aller dans le même sens que les idées scientifiques sur lesquelles nous, on essaie d'avancer. Voilà. Donc on a beaucoup de liens avec, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous sur le concept, qui sont très actifs dans l'alliance aussi. Et donc on échange beaucoup avec eux pour essayer de faire avancer les deux choses en même temps. J'aurais pu vous citer autre chose, mais peut-être que par modestie, j'ai oublié d'en parler. Il y a un article qui est sorti dans Nature Climate Change la semaine dernière, qui s'appelle Climate Smart Agriculture for Food Security. Et il est rédigé principalement par quelqu'un de la FAO qui s'appelle Leslie Lipper. Tu l'as là, très bien. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup. Et donc vous l'avez, voilà. Et cet article est co-signé par Patrick Caron et moi-même. Donc voilà, il y a là-dedans un certain nombre de concepts. Et vous verrez si vous lisez cet article qu'il est beaucoup plus orienté vers ce que je viens de dire à l'instant, le contexte, la mise en place d'un contexte favorable à ces idées, que le concept lui-même au sens technique. Voilà. Bien, l'heure tourne et je pense on avait dit qu'on tâcherait de terminer pas trop tard parce que d'aucuns doivent reprendre la route. Je voudrais d'abord remercier beaucoup Emmanuel là, pour cette évocation tout à fait intéressante et puis pour l'exercice d'approfondissement du lien à l'élevage. C'était tout à fait pertinent et puis surtout ça montre combien tout ce qu'on aura pu discuter au cours de ces 2 jours là, sur des futurs plus efficients de l'agriculture, quelque part ça rejoint un certain nombre d'enjeux de ce que l'on voit ou de la projection qui se fait là en matière d'orientation, à la fois des politiques, des organisations, et puis bien évidemment derrière ça aussi des recherches, quoi. Donc je crois que ce point d'éclairage était certainement quelque chose
d'utile, et puis que ça nous permet là de conclure sur ces 2 journées là d'atelier final là, du projet ANR EHPAD, et on remercie encore une fois la ANR pour le montant qu'elle nous a mis à disposition et puis tout ce que ça nous a permis à la fois de réaliser, de partager ensemble. Et c'est certainement un des éléments majeurs, je trouve, dans le projet, c'est les interactions et puis les discussions qui ont pu s'opérer entre les différentes disciplines et puis qui amènent à des visions quand même positives sur les futurs possibles et puis sur les enjeux que ça représente pour des institutions de recherche comme les nôtres. Un grand merci à tous pour la participation, pour les contributions. Et puis à nous revoir bientôt, bon, pas directement des visus, mais sur la toile ou dans des échanges là, lors de la production à la fois du rapport. Et puis dont j'espère qu'on va voir un peu avec Mathieu comment s'organiser, mais on pourrait, autour de ces 2 journées, des évocations qui ont été faites là, éventuellement voir comment faire une proposition en production animale d'un numéro spécial qui englobe un petit peu tous ces éléments de déclinaison que l'on a fait et puis de vision également que l'on peut faire sur des recherches futures qui contribueraient par exemple à la Climate Smart Livestock Agriculture. Merci à tous.